Bonjour et bienvenue sur vuedailleurs.com. J'ai le plaisir d'accueillir ce matin Philippe Bloch. Bonjour Philippe. Bonjour. Vous êtes conférencier, animateur, mais aussi l'auteur de Ce sera mieux après, sauf si on est trop con aux éditions Ventana. Le livre sortira le 2 juillet prochain et vous l'avez écrit pendant le confinement. Il parle donc de la crise que nous vivons actuellement, la crise du coronavirus. Alors dites-nous, Philippe, qu'est-ce qui sera mieux après? Alors, d'abord, je ne l'affirme pas. Je pense que ce sera mieux après, Hmm. effectivement, si j'ai choisi ce sous-titre un petit peu ambitieux, voire un petit peu provoquant, de Sauf si on est trop con. C'est que il y a quand même beaucoup de choses qui ont été remises en cause pendant cette période exceptionnelle. En fait, ça, quand on a tous été contraints comme ça de tout arrêter, de fermer nos entreprises sans aucune forme de visibilité, j'ai eu un sentiment, mais très profond, que cette expérience, pour l'instant c'est une expérience encore, inédite dans le monde, qui va en fait impacter 3 milliards d'individus quasiment en même temps, pouvait être potentiellement soit la plus destructrice ou la plus refondatrice en fait de notre époque. Et du coup, je me suis dit 2 mois, c'est inespéré quand on a 2 mois pour réfléchir. Et il se trouve que moi, ou bien j'écris des bouquins pendant 10 ans, ou bien je les écris en 15 jours quand je suis énervé. Alors là, j'étais pas énervé, mais je me suis dit au fond, quelles sont les grandes thématiques qui vont émerger de cette réflexion collective qu'on a et personnelle qu'on a pu mener, et en me disant qu'il y a un risque majeur que l'on repasse tous très vite à la vie d'avant en oubliant nos interrogations de cette période et que peut-être que l'écrit pouvait être utile dans ce cas de figure, d'où ma volonté de sortir vite le livre début juillet. Et alors, vous parlez dans ce livre de, je cite, tire-bouchon de nos innombrables blocages. Alors, c'était quoi nos blocages de la vie d'avant? Bah, alors, la vie d'avant, d'abord la peur. D'abord, je pense que le bouquin, il a révélé plusieurs choses. Il a révélé que, d'abord qu'on est devenu des trouillards compulsifs. C'est-à-dire qu'en fait, on a peur de tout. On est quand même le pays qui a inventé le principe de précaution, qui l'a inscrit dans sa constitution. On n'a pas encore eu assez ce débat, mais je pense qu'il va falloir qu'on l'ait parce que la peur de tout aujourd'hui, la peur de la maladie, la peur de la mort, c'est quelque chose de naturel. Et moi, ma crainte, c'est que on a décidé, et c'est formidable ce qu'on a fait, on est resté une humanité en préservant les plus fragiles et en acceptant de ruiner le monde économique pour protéger notre santé. Un jour, on aura peut-être ce débat, d'ailleurs, parce qu'on n'a pas eu l'occasion de l'avoir, hein. Ça a été imposé par le Oui, gouvernement, on parce a que dit c'est finalement, ça qu'il la faut peur de faire. la Donc, mort et de la maladie l'emporte sur la peur de la dépense, de la dépense qu'on a. Là, on n'a pas eu peur. Absolument, mais tout à fait. C'est assez étonnant. Ce qui s'est passé est absolument étonnant et nous révèle en fait un vrai problème avec la mort. La mort, c'est un truc naturel. Le vrai problème, c'est qu'on s'était habitué à mourir à 80 ans pour les hommes, les hommes et 84 ans pour les femmes. Et toute mort avant nous est devenue absolument impossible. Moi, j'ai un peu peur que notre peur de la mort nous prive un peu de notre amour de la vie, pour être sincère. Et je pense que la peur de tout, de cette précaution excessive en tout domaine, y compris, regardez ce qui est en train de se passer sur les procès qui sont en train d'être faits aux dirigeants politiques en disant ils ont fait des conneries, on fait un tribunal à la fin. Mais le vrai problème, c'est que si même les politiques ont peur de tribunaux derrière, ils vont plus prendre aucun risque et on sera confiné à vie. Donc, on a un problème évidemment de blocage sur nos problèmes de sécurité excessive. On a un problème vis-à-vis, il y a un débat autour de nos libertés. Enfin, je crois que c'est en train de se passer sur faut-il ou pas utiliser la data pour préserver notre santé est un débat qu'il va falloir qu'on ait. On a évidemment un débat autour du monde de la globalisation, de la mondialisation. On a faussement accusé cette épidémie comme étant un résultat de la mondialisation, ce qui est faux. C'est une crise sanitaire qui devient une crise économique. La mondialisation n'a rien à voir là-dedans, même si elle a révélé effectivement nos faiblesses de dépendance sur plein de sujets très stratégiques sur lesquels une souveraineté va devoir être reconstruite. On a des choses intéressantes sur la façon dont on gère nos vies. Il y a un chapitre qui s'appelle le temps d'avant et le temps retrouvé. Aujourd'hui, c'est intéressant de voir comment est-ce que la phase de sérénité dans laquelle on a pu s'installer pendant ces 2 mois a changé notre vision de nos vies personnelles. Comment on veut organiser demain notre temps de travail? Où est-ce qu'on veut travailler? Est-ce qu'on a envie encore? C'est un grand débat. Le télétravail, ce qu'il a facilité, va nous permettre d'économiser, si on le veut bien, chaque jour peut-être 2 heures de transport public, d'énervement, d'emmerdement. Voilà un enjeu qu'il faut qu'on arrive à traiter parce que ça va modifier profondément le management. On pourra bien télétravailler à distance si le management nous fait confiance. On est dans un pays où on n'a pas confiance. Les gens, vous savez que nous sommes en France, le pays où on a le moins confiance dans les autres. C'est-à-dire, en gros, il y a 80% des Français, quand on les interroge, vous disent moi, je fais confiance à personne. C'est quand même intéressant. Est un pays qui est le plus malheureux au monde quand on l'interroge, alors qu'on est quand même un pays formidable. Donc, on a des choses un peu étranges comme ça que j'ai tenté un peu d'analyser. C'est un peu l'ensemble de ces sujets où je m'aperçois que finalement, on va pouvoir faire des choix personnels et collectifs qui pourraient aboutir à un monde meilleur, mais à condition qu'on n'oublie pas de les faire et d'y réfléchir. Je pense qu'il faut qu'on continue à réfléchir et pas se dire boum, on passe à la vie d'avant tout de suite. Et justement, en termes de compromis concrets, à quel compromis sommes-nous prêts là, maintenant, alors que nous sommes déconfinés?
Écoutez, je ne sais pas très bien, mais je ne vous cache pas que je suis assez inquiet parce que quand je vois que, honnêtement, très d'entre nous, il y a beaucoup de gens qui sont des entrepreneurs qui vous écoutent, on s'apprête à vivre une crise économique gravissime. Moi, je ne suis pas un économiste, mais tout atteste que ce sera probablement une des plus graves de Mm. l'histoire de l'humanité récente, des 100 dernières années. Et on entend les Français qui déjà à 50% nous disent, moi, je n'ai pas du tout l'intention de penser qu'il faut travailler plus pour rembourser tout l'argent qui a été dépensé par un État qui a fait le job. Enfin, on peut le critiquer, mais globalement, on a quand même nationalisé les salaires des Français pendant 3 mois maintenant. Il faut ça, non, rembourser, il faut se mettre à travailler. Alors, je suis à la fois très rassuré de voir que les réactions des entrepreneurs, c'est allez les gars, on y va, on va reconstruire, réinventer. D'ailleurs, je pense qu'il faut mieux parler de réinvention que de reconstruction, parce que globalement, il n'y a pas eu de destruction. C'est pas une guerre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu, les actifs sont là, les réseaux informatiques fonctionnent. Il faut rebosser, il faut réinventer, il faut inventer de nouveaux modes d'emploi. Donc j'ai une grande confiance parce Mais que ce sont les entrepreneurs. comment on peut responsabiliser alors cette part de Français qui veut justement continuer un peu à se la couler douce? Il y a un risque, il y a un risque. Et d'ailleurs, regardez, le débat aujourd'hui, il est beaucoup plus autour de est-ce qu'ils ont des nouveaux t-shirts chez Zara et est-ce que les plages ont réouvert Mm, plutôt que qu'est-ce que je fais pour contribuer à rembourser la dette. La dette qui est en train de se mm. creuser pour nos arrière petits-enfants. Moi, je pense que ça va être un peu compliqué parce qu'il y a quand même toujours eu de France et que cette crise risque justement de. D'ailleurs, je crois que c'est le vrai souci que posent beaucoup de sociologues qui disent en gros cette crise va accentuer des fragilités, des ruptures françaises, dans une société qui était déjà très archipélisée, pour reprendre cette expression maintenant connue. Donc je pense qu'il ne faut pas trop se préoccuper de ce que pense cette partie de la France, il faut bosser. Et on va les faire revenir avec nous petit à petit. Donc une fois de plus, vous savez, moi je passe mon temps à dire qu'un entrepreneur, c'est fait pour importer des emmerdements et exporter de l'enthousiasme. Ben voilà, une fois de plus, ça va être notre job, de prendre à bras le corps ce combat et de le gagner. Et petit à petit, on va ramener les gens, mais ils vont bien s'apercevoir, enfin, il faudra faire un peu preuve de pédagogie pour expliquer que c'est de l'argent virtuel qu'on a utilisé. Et il était imaginaire cet argent. Ben maintenant, il faut recréer de la richesse. Et ça va être très long, parce qu'il y a beaucoup de secteurs, quand on voit les premières défaillances d'entreprises, c'est pas facile. Il faut ramener notamment les entrepreneurs qui vont être plantés par cette crise. Il faudra les aider à remonter sur le bateau. Et là, on va devoir redoubler d'énergie, de résilience entrepreneuriale. Oui, et donc de la pédagogie qu'on peut retrouver le 2 juillet, donc en librairie dans votre livre. Ce sera mieux après, sauf si on est trop court aux éditions Ventana. Merci beaucoup Philippe Bloch pour cette interview. C'est moi qui vous remercie. À bientôt.